Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, des indices européens qui restent très résilients, proches de leur sommet récent, voire de leur sommet historique, concernant le CAC 40 notamment, à plus de 7550 points. Vous aurez le détail de cette fin de séance dans un instant avec Alix Nguyen. Mais on voit quand même toujours cette normalisation des marchés post-stress bancaire du mois de mars, qui se traduit donc par la remontée des indices actions, avec une volatilité action qui n'a cessé de baisser depuis un mois. On a même vu le VIX américain sous les 17 il y a quelques heures à peine, hier en l'occurrence. L'autre pan de la normalisation post-stress bancaire, c'est la remontée des rendements obligataires qu'on observe dans une certaine mesure ces derniers jours. Les parties longues sont en train de remonter aux États-Unis et en Europe. On a dû reprendre 30 points de base environ sur les taux 10 ans aux États-Unis et sur les taux européens également, si on prend le taux allemand comme référence, sans toutefois revenir sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la crise bancaire ou du stress bancaire du mois de mars. On est à peu près à mi-chemin. On a corrigé la moitié à peu près de la baisse des taux longs qu'on a pu observer au cours du mois de mars. Sur le front de l'inflation, les derniers chiffres en provenance du Royaume-Uni nous montrent que la bataille pour certains est loin d'être gagnée, puisqu'on voit une inflation globale qui reste très élevée au Royaume-Uni, à plus de 10% sur un an. Pour les chiffres qui ont été publiés pour le mois de mars, une inflation cœur qui ne baisse pas à plus de 6% sur un an, et une partie d'inflation alimentaire qui, elle, ne cesse de progresser. On est quasiment à 20% de progression pour l'inflation alimentaire au Royaume-Uni sur un an. Voilà donc qui donne du grain à moudre effectivement sur les marchés obligataires. Et l'autre aspect important en ce moment pour les investisseurs, ce sont bien sûr les résultats d'entreprise qui viennent nourrir encore un peu plus les marchés et les marchés actions notamment. Vous aurez le détail des quelques grands résultats du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Discussion à suivre en plateau avec les invités de Smart Bourse pour Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, vaste sujet, infini, l'ESG et la réglementation. Nous parlerons de l'avenir de quelques blocs réglementaires importants, notamment la réglementation SFDR en Europe, avec des points de clarification qui ont pu être apportés ces dernières semaines par les autorités européennes. C'est Carmine Defranco qui a été désigné responsable de ce quart d'heure thématique ce soir. Le responsable de la recherche d'Ociam sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, les indices actions qui temporisent un peu tout en gardant un biais plutôt positif en cette fin de journée en Europe. Oui, ce sont les places européennes dans leur ensemble qui prennent le temps de digérer les nouveaux résultats d'entreprise, mais aussi les dernières données quant à l'inflation européenne. La persistance de la hausse des prix se confirme. En mars, l'inflation sous-jacente s'est élevée à 5,7%, un record. S'agissant des données sous-jacentes, on constate que les prix alimentaires sont toujours orientés nettement à la hausse. L'inflation nominale a quant à elle continué à baisser à 6,9%. C'est là aussi conforme aux estimations flash. Plus tôt ce matin, on apprenait qu'au Royaume-Uni, l'inflation a légèrement ralenti en mars, mais reste au-dessus des 10%. Autre rendez-vous important aujourd'hui, on attend à 20h ce soir la publication du livre beige de la Fed. Du côté des valeurs, on notera que deux poids lourds aux États-Unis, Tesla et Netflix, freinent le Nasdaq. Oui, Tesla recule. Le constructeur va publier après clôture dans un contexte où il a procédé à une nouvelle baisse de prix sur certains de ses modèles aux États-Unis. Le marché s'inquiète de ce fait quant à ses marges bénéficiaires. Netflix a publié des résultats conformes aux attentes de Wall Street, mais avec un nombre de nouveaux abonnés moins important qu'anticipé. Il a aussi fait état de prévisions décevantes
ventes. Et puis dans la série grandes banques américaines, Morgan Stanley voit son bénéfice chuter, freiné par les difficultés éprouvées par sa banque d'investissement, sans compter que l'activité des fusions-acquisitions ralentit, son action plonge. Et puis du côté de la tech européenne, on notera les prévisions d'ASML qui dépassent les estimations et qui restent très solides pour les prochains mois. Et oui, ASML prévoit des ventes meilleures que prévues du fait d'une forte demande pour ses machines de fabrication de puces. Le groupe indique aussi que la demande totale pour ses produits continue de dépasser la capacité de ses machines. À Amsterdam, cependant, son titre recule. Si les résultats publiés sont solides, le flux de nouvelles commandes faiblit. En revanche, il faut noter également le plongeon d'OVH dans le cloud. Oui, le français abaisse ses objectifs financiers. L'inflation de ses charges de personnel et opérationnelles a pénalisé ses performances. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises en France, Crédit Agricole et Worldline annoncent avoir signé un accord de négociation exclusive non engageant avec pour objectif de créer une co-entreprise de services aux commerçants en France. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Directeur associé chez Vital Épargne, et Alexandre Baradez qui est avec nous également autour de la table. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Quelques commentaires peut-être sur alors, ce que j'appelle la normalisation des marchés post-stress bancaire du mois de mars. Les indices actions remontent avec une volatilité qui ne cesse de baisser depuis un mois maintenant. À l'inverse, le marché obligataire corrige un petit peu après le rallye défensif du mois de mars. On voit les rendements longs et courts d'ailleurs qui remontent un petit peu dans une ambiance qui reste extrêmement volatile sur le marché obligataire. Comment on explique un peu ces deux régimes de volatilité, par exemple, Alexandre? C'est vrai que pour le marché action, toutes les grosses phases de stress déjà de l'année dernière, en fait, les répliques de volatilité qu'on avait eues l'année dernière, une partie liée à la normalisation monétaire post-Covid, puis après l'Ukraine, puis la Chine, c'était des zones de volatilité 35-40 qu'on n'a même pas revues là sur la partie du stress bancaire. Donc on voit qu'en fait le pic de stress c'était le Covid, puis ensuite 2022 normalisation, donc des vagues de volatilité moins élevées, et encore maintenant on commence à passer sous 20. 20 c'était vraiment la zone l'année dernière. Je me souviens, à chaque fois qu'on passait en dessous, tout de suite ça repartait à 30 et quelques. Cette fois-ci, je pense ça a plutôt bataillé, c'est de repartir autour de 20 et 30, on aura du mal à les passer. Par contre, avoir une volatilité action qui arrive tout de suite à 15 en dessous de 15, c'est quand même la zone de normalité absolue entre 10 et 15. Et quand on va sous 10, c'était les périodes absolument fabuleuses d'avant. QI infini. Voilà, exactement. Donc, normalement, la zone sous 15, ça ne doit pas être revue trop rapidement non plus. Or là, on est effectivement dans des zones déjà en dessous de 17. Donc c'est vrai que là, on a l'impression que plus personne ne se couvre vraiment sur un risque. Et vous l'avez dit, il y a quand même une chose qui réémerge depuis quelques semaines, même quelques jours presque, la question des taux. Et de manière un peu paradoxale d'ailleurs, parce que on a vu des taux qui s'étaient un peu détendus sur la macro américaine, un poil moins favorable, des ISM qui commencent à basculer un petit peu. Et c'est les taux courts notamment, longs aussi, mais les taux courts sont retendus après pourtant des chiffres de vente au détail, c'est arrivé au même moment. Des ventes au détail vraiment nettement sous les attentes et qui confirment le sentiment que la consommation américaine ralentit. Et pourtant, c'est à ce moment-là que les taux ont réaccéléré. Et finalement, on a l'impression que ce thème des taux courts, il est quand même un peu, il vient d'être consolidé aujourd'hui. Alors, en Europe, mais par l'inflation britannique, par exemple, cette inflation à 6,2 corps qui persiste, une inflation globale à nouveau, enfin toujours au-dessus de 10, pardon, l'inflation corps américaine aussi. Donc on a quand même cette impression que la partie corps va être dure, enfin pas dure à extraire complètement, mais que il va falloir y aller pendant quelques mois encore. Donc une Fed qui n'a pas de quoi pour l'instant changer son fusil d'épaule. Et puis on voit réapparaître dans les discours de banque centrale. Hier c'était Bostic par exemple de la Fed qui dit clairement, il faudra ralentir l'économie pour arriver à l'objectif d'inflation. Donc c'est pas un tabou. Et ralentir, ça veut dire aussi flirter peut-être avec un peu de récession technique à un moment donné. Et on a l'impression que c'est les thèmes qui ressurgissent un petit peu. Ralentissement éco, taux qui monte. Et ça, du coup, on parle de vol faible. C'est peut-être ça qui peut ramener un petit peu de volatilité à un moment donné sur le marché action légère, mais un peu quand même. Quand on entend la remontée un peu hawkish du discours de certains banquiers centraux, est-ce que c'est aussi l'idée de dire que finalement le stress bancaire du mois de mars qui a généré beaucoup de spéculations sur un crédit crunch un peu fatal
pour l'économie américaine. Cette histoire-là est évacuée d'une certaine manière. Et aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et ils expliquent bien, même Christine Lagarde, qu'on peut mener deux combats de front, c'est-à-dire mener la lutte contre l'inflation, puis si ça se retend sur la partie bancaire, on a les outils qu'il faut, on a toute une panoplie d'outils pour lutter contre ça. Et donc, ça ne remet pas en cause la réduction du bilan, même si ces bilans, notamment côté Fed, ils ont grossi, on voit depuis 2-3 semaines maintenant, le bilan repart à la baisse. Simplement, on a cette impression que, moi j'ai quand même l'impression que désormais les stratégies c'est buy the dip, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien avoir un dip de plus, mais pas un gros, à l'image de celui qu'on a eu sur le stress bancaire, mais pas initié par le stress bancaire, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait un peu par l'aspect monétaire. Un dip naturel. Oui, un dip de consolidation. Un dip c'est un creux, un retracement, voilà, c'est ça. Un retracement, pourquoi pas dans un range de 10% sur la Avec partie beaucoup de souscriptions. Oui, ce serait, je pense que certains gérants, peut-être attendent aussi un peu de cash, d'avoir des opportunités comme ça. Et là, c'est vrai que sur la partie américaine, j'ai quand même l'impression que si ça doit creuser à nouveau un petit peu, pas beaucoup. C'est le moment, parce qu'on voit que le S&P commence à retrouver les niveaux de février, les résistances. Le Nasdaq, il essaie de partir, il a un peu de mal. Donc, soit ça part en bon coup parce qu'il y a un vrai truc qui détend à nouveau les taux, et à ce moment-là, ça lifte la tech, ça lifte toutes les valeurs de croissance, et là, on part en un bon coup. Mais si on doit s'arrêter, techniquement, en tout cas, il y a des vraies zones sur le S&P, sur le Nasdaq, le Dow Jones aussi. Donc, s'il doit y avoir un petit regain de vol, les zones techniques actuelles seraient propices à une nouvelle petite consolidation. Igor, comment vous comprenez ces régimes de volatilité, alors très différents d'un marché à l'autre? Que nous dit l'instabilité persistante quand même des marchés obligataires, alors que tout le monde imagine quand même que la pause de la Fed est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Et en opposition, cette volatilité des marchés actions qui donne l'impression d'un régime de croisière assez calme. Il y a une classe d'actifs qui finalement n'a pas tant souffert que ça de l'inflation et de la montée des taux d'intérêt. Ce sont les actions, puisqu'on l'a vu dans les marges, les entreprises ont été capables de transmettre aux clients l'inflation. Et puis il y a une classe d'actifs qui a été prise de plein fouet sur les deux mouvements. C'est normal, c'est les deux mouvements les plus forts, donc l'inflation sur le niveau des taux réels et puis la hausse des taux de base ou de référence des banques centrales. Après, je pense qu'il y a un élément fort qui est, du point de vue des actions, la résilience de la macroéconomie, qui pour l'instant chapeaute aussi une saison bénéficiaire de résultats qui n'a pas l'air de trop mal s'annoncer, mais il faut que ça soit confirmé. Et puis, de l'autre côté, je dirais, en termes purement tactiques, et le risque sur la macro, c'est ce qui se passe sur les banques. Et là, je suis moins confiant, entre guillemets, sur l'impact qui n'est pas fatal, comme on l'a vu, puisqu'il y a eu évidemment une intervention complètement disproportionnée par rapport à des banques qui n'étaient pas censées être systémiques. Mais en fait, tous les crédits se sont taris. C'est-à-dire, depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça en zone euro, ça a ralenti. Ça a quand même un effet récessif. Donc, il y a un marché obligataire qui dit il va y avoir une récession, un marché action qui dit pour l'instant, on n'en a pas les signaux, et donc c'est ce combat. Et puis, il faut quand même reconnaître que le fait que l'argent, le capital soit rémunéré est plus favorable, il me semble, à des actifs risqués aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, parce qu'on avait toujours dit les taux vont monter et les marchés actions vont baisser. Et depuis, depuis que les taux ont recommencé à monter, les marchés montent. Mais, évidemment, oui, je suis entièrement d'accord. Mais je suis surpris parce que j'entends beaucoup d'investisseurs qui ne jurent plus que par le fixed income, l'obligataire, le crédit. C'est là où les opportunités sont les plus évidentes, les plus criantes. Oui. Ça reste quand même des marchés très volatiles aujourd'hui et qui et attention, le marché performe moins bien que les marchés actions. L'obligataire est très lié au sentiment sur le secteur financier aussi. Tout ça, c'est des courroies de transmission. Bien sûr. Beaucoup plus. Quand vous parlez du crédit ou du marché obligataire, LVMH, Sanofi, ce sont des choses qui sont un petit peu en dehors. Alors, je ne dis pas que les banques sont mal financées et n'ont pas le coussin nécessaire de fonds propres, mais ça fait partie de la même sphère. Ça fait partie du souverain, ça fait partie de tout ce qui est systémique. Donc, c'est vrai que les gens ont un peu moins envie d'y aller. Je suis désolé, mais l'inflation, ce n'est pas très facile à lire. La désinflation est enclenchée, mais c'est le premier mouvement, et ça met beaucoup plus de temps à baisser l'inflation qu'à monter. On l'a bien vu historiquement. Donc ça, il faut que ça soit confirmé. Ça va peut-être l'être d'ici 3-6 mois. Ce qui est plutôt favorable, c'est que voilà, on sait qu'on a fait la majeure partie du chemin de la hausse des taux. Est-ce qu'on en a fait 80, 90%? C'est un peu la question. C'est pour ça que les marchés obligataires sont très sensibles. Mais je pense qu'il y a aussi une peur du risque de défaut systémique qu'on n'aurait pas vu, parce que quand même SVB
personne ne l'avait vu. Non. Et les Oui, l'histoire n'est pas finie. Britanniques en septembre, Oui. c'est aussi apparu comme Non, ça. bien sûr. En 15 jours, le monde a tremblé. Bien Donc, sûr. ça veut dire que le système, et je souscris tout à fait à cette analyse, c'est que dès lors qu'on touche 10-15 sur la vol action, c'est quand même des niveaux de quantitative easing gigantesques. D'accord. Voilà. Quel qualificatif on met là-dessus? Complaisance à 15 sur la vol? On n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Ce qui me rassure aussi, c'est que c'est une hausse des marchés d'actions qui se fait sans volume. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas investis. Donc, c'est bien et pas bien. Parce que des petits volumes, ça veut dire que ce n'est pas des vrais mouvements. Donc, il faut qu'il y ait une part d'investisseurs plus important qui s'y mènent. Bon, on est un peu dans un point de bascule et les entreprises, pour l'instant, et les consommateurs partout dans le monde, notamment en Chine, mais on y reviendra, sont quand même des facteurs de soutien du momentum économique. Effectivement, dans le momentum, il y a aussi ce positionnement des investisseurs très défensif. C'était dans la dernière enquête mensuelle réalisée par BofA auprès des grands allocataires mondiaux. La détention des actions par rapport aux obligations dans les grandes allocations n'a jamais été aussi basse que depuis mars 2009. Ce qui fait dire que, attention, si la récession ne se matérialise pas comme le positionnement l'attend, il y a un risque d'être pris à contre-pied à nouveau. C'est clair. Mais Aymeric. clairement aussi, il faut rappeler que l'obligataire dans sa globalité était peu représenté aussi avant dans les allocations d'actifs parce qu'on avait des taux qui étaient tout en bas et le risque n'était absolument pas rémunéré dans les placements obligataires. Donc aujourd'hui, on a une classe d'actifs, aussi bien sur le high yield que l'investment grade ou même le monétaire, qui aujourd'hui offre une investissabilité, si on peut dire, bien plus importante que par le passé. Donc c'est normal de l'avoir plus représenté aujourd'hui. Et donc quand on réinvestit dans cette classe d'actifs, forcément, on baisse également son allocation d'actifs sur les actions. Alors aujourd'hui, évidemment, le fait d'avoir autant réinvesti dans le marché obligataire, parce que mine de rien, on regarde la collecte qui a été faite sur cette classe d'actifs, elle est énorme. Elle s'est faite aussi au détriment de la classe d'actifs actions. Et on aura beaucoup plus de mouvements de balancier entre les deux classes d'actifs, à mon avis, dans l'avenir. Mais c'est quand même extrêmement sain comme process. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de valeur. On a pu, au contraire, aller remettre de l'argent sur une classe qui est tout ce qui est de plus intéressant aujourd'hui. Ça n'empêche en rien que les actions gardent du potentiel et restent une classe d'actifs qui est pleinement investissable. Donc là-dessus, on a juste aujourd'hui un peu plus d'équilibre dans les allocations d'actifs qui est pleinement justifié. Donc là-dessus, le fait que ce soit faible au niveau de l'investissement action, ça laisse du potentiel pour la hausse, mais pas que. Donc c'est pas forcément l'argument que je mettrais le plus en avant aujourd'hui pour rester investi en actions ou pour surpondérer les actions aujourd'hui. Non, c'est pas forcément l'argument principal. Quels sont les bons arguments alors, Aymeric, là ? Alors, l'argument aujourd'hui, c'est on a une place pour l'obligataire. Ça reste un argument quand même massif de choix. Est réel. 2, investir dans les actions si ça se justifie et surtout en période inflationniste. Dans les périodes inflationnistes, il faut détenir de l'actif. Celui qui ne veut pas s'appauvrir et qui ne veut pas subir l'inflation, c'est celui qui doit porter des actifs, qui doit être, entre guillemets, propriétaire d'actifs financiers. Propriétaire d'une action, ça permet normalement de s'immuniser contre le risque inflationniste dans le temps. Donc ça, c'est les grands principes économiques, historiques. Maintenant, aujourd'hui, on le voit, les grandes entreprises sont bien gérées, ont réussi à passer les hausses de prix et de façon... pour certaines magistrales, évidemment on peut reparler des valeurs du luxe, on a la chance d'avoir ces valeurs en France, mais c'en est la démonstration. Mais pas que. Beaucoup aujourd'hui d'acteurs... Oui, parce que je dirais, le luxe, c'est structurel. Quel que soit le régime de croissance ou de économique, le luxe a toujours du pricing power. Ce qui est assez nouveau, c'est que des entreprises ou des industries qui n'avaient pas de pricing power jusqu'à présent en ont découvert. Oui, parce que c'est la magie de l'information, c'est que tout le monde parle d'inflation depuis plusieurs années. Donc c'est plus simple aujourd'hui d'aller voir son fournisseur, de négocier les prix, mais surtout ses clients. L'esprit inflationniste est partout. Ils peuvent aujourd'hui entendre que les prix augmentent. Et évidemment, c'est plutôt bon pour les chiffres et pour la conservation des marges pour les entreprises. Donc ça c'est vraiment un changement de paradigme et donc quelque part c'est un soutien très fort au marché actions. À ce titre, que nous apprennent, les quelques grands résultats emblématiques qui ont pu être délivrés déjà pour le premier trimestre ? Le luxe évidemment très bon. Les banques américaines très solides. Ça, c'est plutôt aussi de très bon augure parce que ça montre que, oui, il y a eu cette crise financière qu'on a eue fin mars, qui était relativement importante,
mais les grandes banques, elles sont quand même bien gérées aux États-Unis. Elles ont affiché des chiffres qui étaient relativement solides. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Donc là-dessus, on est plutôt serein. Tech, on va faire attention. On le voit avec ce matin les chiffres d'ASML, très bons, mais perspectives sur les carnets de commandes, sur la croissance des prises de commandes, assez légères. Et ça, c'est étonnant. Donc ça, c'est les premiers signes qui doivent alerter. Netflix, compliqué hier soir aux États-Unis, chiffre bon en soi par rapport au consensus, mais sur la croissance des abonnés, compliqué également de la guerre qui mène contre en tout cas l'abus des surconnexions. Donc là aussi, le marché ne sait pas si la stratégie est bonne ou mauvaise de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce que dit Netflix, c'est que sur les marchés où ils ont testé la facturation, ils chargent donc le partage des comptes. Il y a une première vague qui est plutôt un mouvement de recul de la part des abonnés, avec un phénomène de désabonnement. Et dans un second temps, ça devient profitable parce que tous ceux qui profitaient de l'abonnement d'un autre, finalement, une partie d'entre eux viennent prendre un abonnement chez Netflix. Exactement. C'est pour ça qu'après clôture hier soir, le titre a fortement baissé, très fortement en post-marché. Et finalement, on a ouvert pas si mal que ça tout à l'heure, en légère baisse. C'est là où, finalement, c'est dur d'analyser. Et il y a beaucoup d'incertitudes encore dans ce secteur-là. Donc, c'est un secteur sur lequel il va y avoir des gagnants, parce qu'il y a de très belles valeurs dans les valeurs de tech. Mais là, ça va devenir une gestion plus active, donc plus intéressante pour l'investisseur. Sur les résultats, Igor, qu'est-ce qui vous a intéressé jusqu'à présent ? C'est très préliminaire. On n'a pas quand même un grand éventail de résultats, mais pour l'instant, les secteurs qui marchaient au premier trimestre continuent de bien marcher. En gros, c'est ça. C'est vrai que les données très avancées de production industrielle, il faudra probablement attendre encore un trimestre. On parle des semi-conducteurs, mais il faut que les autres publient, parce qu'ils ont aussi chacun leur zone de prédilection, que ce soit l'automobile ou autre. Bon, on voit quand même qu'il y a des mouvements aussi, on voit chez Tesla, Renault, les véhicules électriques, on commence à avoir des phénomènes désinflationnistes quand même sur des produits, donc ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, la demande va prendre un petit peu le pouvoir aussi. Donc si on veut, là on a cru par les prix beaucoup, sur pas mal d'industries. Il va falloir aller récupérer du volume, mais c'est le jeu. Donc simplement, il ne faut pas se retrouver avec perte de volume, perte de prix. Mais le discours de Musk est intéressant. Il a baissé plus de 6 fois, je crois, ses prix depuis le début de l'année. Il dit, mais c'est pas une guerre des prix. Juste, je rééquilibre, je remets à l'échelle le prix pour que mes produits restent accessibles par la demande que je vise. Surtout qu'il y a un message qui est quasi planétaire sur ces produits, donc il y a autre chose derrière. Et une mission. Probablement. Pour évangéliser en fait la planète aux véhicules électriques, il faut probablement passer par là aussi. Donc, je crois qu'on va avoir une saison de résultats qui sera assez riche d'enseignements sur les grosses industries. Ça va être intéressant parce que il y a quand même de la demande, mais en tout cas en France, on voit que le consommateur français est tout petit, mais quand même, c'est pour nous un marché important pour nos épargnants parce qu'ils regardent beaucoup ça. Je ne crois pas que l'ambiance de consommation soit très très bonne quand même. Alors après, le luxe, la Chine, tout ça, c'est très bien pour les très grandes entreprises, pour les petites et moyennes. C'est un peu moins bon, je pense, pour les entreprises françaises. Est-ce que l'offre est suffisamment normalisée pour permettre un ajustement des prix face à une demande qui serait moins dynamique ? Parce qu'on regarde beaucoup la demande, mais moi j'ai du mal à évaluer la normalisation de l'offre. Ça s'est normalisé, je crois, les chaînes logistiques, mais pas en totalité. Parce que vous voyez, le gaz, ça a beaucoup baissé, puis le pétrole a beaucoup monté après la décision de l'OPEP de réduire. Donc tout ça, c'est des facteurs qui, quand même, viennent jouer comme des chocs ou des contre-chocs sur la chaîne logistique. Sur le prix, et puis les conflits, ça et là, il y en a un au Soudan, alors ça ne concerne pas grand-chose, mais on ne sait jamais, le détroit d'Ormuz, etc. Ça peut créer, je pense que depuis le Covid, qui était une répétition générale du brusquement de la chaîne logistique, on doit s'habituer à une chaîne logistique qui est en permanence, en mutation et en... Plus frictionnelle, quoi. Il me semble. Et on le voit bien à Taïwan, détroit Formose. Alexandre, où est-ce que vous placez l'enjeu des résultats du point de vue de marché, sachant quand même que la hausse des derniers temps s'est faite avec une contribution très étroite. Très peu de valeurs, que ce soit aux États-Unis ou à Paris pour le CAC ou en Europe, ont permis la performance de plus 5, plus 10, plus 15 qu'on a sur nos indices. Le focus, on le fait surtout sur ce que tu disais, sur la partie
moi, le thème, c'est de dire le T2, T3 vont être focalisés sur la consommation. Ça a été un vecteur qui a très fortement tenu l'année dernière, qui a encore pas trop mal tenu au premier trimestre. Et là, on a quand même l'impression d'avoir des signaux un peu partout, alors, sauf en Chine, parce qu'il y a ce côté cycle différent. Mais en Europe, on a des ventes au détail qui baissent en volume. C'est-à-dire que là, effectivement, la question du pricing power, on ne peut plus l'avoir comme l'année dernière. Donc les ventes au détail baissent en volume, les prix vont s'ajuster aussi. Du coup, là, il faut regarder un petit peu au niveau des marges. Mais c'est vrai que la pression sur les intrants diminue aussi. Les tensions logistiques, quand on voit les indices mondiaux de tensions logistiques, on est revenu. Alors effectivement, c'est des indices globaux. Donc est-ce qu'ils représentent vraiment des spécificités? Pas forcément. Mais les indices globaux de tensions logistiques, on est revenu sur des normes absolument parfaites d'avant Covid. Les prix du transport maritime, c'est $1 500 le conteneur, c'est les prix qu'on avait avant Covid. Donc toute cette partie-là de stress en amont, ça aussi pour les boîtes, c'est si elles perdent un peu de pricing power, elles peuvent le récupérer aussi par une pression moins forte sur les intrants. Mais des études aux États-Unis, je crois que c'est le NFIB, qui expliquait qu'ils avaient effectivement plus cette pression là, sur la partie en amont, mais que c'était des coûts internes qui restaient très élevés. Et c'est là qu'on reparle des salaires. Du coup, c'est un problème pour la Fed parce que les salaires sont encore trop élevés, mais à la fois pour la consommation, même aux États-Unis, on voit quand même que l'inflation persiste toujours au-delà de la progression des salaires, que la progression des salaires est en train d'aller vers les 4%, alors qu'il y a quelques mois encore, c'était du 5 et quelques. Donc il y a quand même des salaires qui sont en train de ralentir en termes de progression, une inflation cœur qui est toujours à plus de 5%. Et j'ai quand même l'impression que le risque, il va venir un peu par là pour les marchés, et notamment des indices qui ont bien tenu, comme le Dow Jones, par exemple, qui compose de valeurs assez orientées aussi économie américaine, il y a un peu de tout, mais et conso américaine. Le Dow, je le verrais bien. Enfin, normalement, on sait que les marchés ne sont pas l'économie, mais là, la typologie de ralentissement qu'on observe aux États-Unis, on sent que ça arrive un peu par la consommation, l'activité service aussi via les ISM, la partie manufacturière qui est assez contractée. Il me semble que ça va donner normalement un marché qui hésite un petit peu quand même au T2, qui est consolide en fait, qui n'a pas de raison de rechuter brutalement, mais où les moteurs pour la hausse. Là, ce qui est aussi assez, je trouve, paradoxal, c'est qu'on a un pétrole, oui, qui avait grimpé après l'OPEP, il est monté à 83, sauf que là, on est déjà à 79 où on se parle. Il y a ce gros gap, tout le monde l'a vu, donc on va venir chercher, je pense, à le combler, les algos ou autres. Il y a un petit jeu un peu technique qui va se faire par là. Mais au-delà d'aspect technique, il me semble que l'OPEP a vu un ralentissement économique se faire. Il me semble que les producteurs américains voyaient déjà. Vous regardez le nombre de forages d'activité, ils ont déjà commencé à plafonner au T4. Donc ce que les producteurs américains voyaient, même leur production depuis le début de l'année, on est sur du 12,3 millions à peu près de barils, alors que ça a beaucoup progressé en 2022. Donc il semble que l'OPEP a vu ce que certains producteurs US ont vu, c'est-à-dire un ralentissement économique commence à arriver un petit peu. Il me semble que le marché est en train du coup de voir ça, de se dire l'OPEP a agi comme ça. Et moi, j'ai pas eu tout de scénario d'un pétrole à 90 ou 100. Or, les taux courts, eux, sont en train de partir à la hausse. Donc, on a l'impression c'est un peu des ciseaux, quoi. C'est-à-dire que les commodities sont en train de nous dire, même si la Chine réouvre, on n'a pas. C'est pas explosif. Voilà, c'est pas explosif. Et pour autant, on a des taux, notamment des taux courts. Et ça impacte, ça doit impacter un peu l'attractivité des actions à court terme. Quand c'est du 3 mois, 4 mois à 5,2 aux États-Unis, il y a l'alternative un petit peu. Quand même. Donc, ça doit un peu, je trouve, freiner la partie valeur de croissance, et la partie consommation doit freiner un peu, du coup, les valeurs plus cycliques. Donc, je trouve qu'il y a des bonnes composantes pour un peu de consolidation. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est plutôt des stratégies. S'il y a un petit trou d'air entre 5 et 10, il faut essayer on achète les creux de marché. Voilà. Émeric, sur la partie matières premières, effectivement, c'était un peu quand même l'inconnu des dernières semaines après la décision de l'OPEP, avec la reprise de la consommation et la reprise économique chinoise. Et puis, il y a la question de la divergence Fed-BCE également sur le plan monétaire. La BCE est en retard, mais va devoir rattraper pendant plus longtemps, justement, son retard par rapport à une Fed que tout le monde voit en pause, peut-être au-delà de la prochaine décision du mois de mai. Alors tout le monde, pas forcément, puisqu'on a vu M. Bullard encore hier soir nous faire un petit commentaire classique, comme quoi il était favorable à la poursuite d'une forte hausse de taux. Donc la Fed, il va y avoir encore des discussions au prochain conseil de la Fed, très clairement. Mais on imagine quand même plutôt une Fed arriver sur la fin de son cycle de resserrement, qui s'est quelque part, pour le moment en tout cas, toute chose égale par ailleurs, très bien passé. Si on prend un tout petit peu de recul par rapport à tout ça, l'emploi reste quand même solide. La consommation, certes, peut ralentir. Mais on est quand même sur des niveaux de consommation aux États-Unis très importants. Entièrement, avec certes quelques petits problèmes bancaires. Faut pas c'est quand même lié à ces resserrements monétaires. Mais dans l'ensemble, l'économie américaine a subi ce choc qui est un choc historique. Oui, bien sûr. Donc là, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. La Banque Centrale Européenne, elle ça c'est la bonne nouvelle. Madame Lagarde commence à apprendre qu'on peut faire deux choses à la fois. Ça, elle
avait eu un peu de mal au début quand elle avait repoussé les premières hausses de taux en disant on n'a pas fini nos premiers programmes, il faut attendre et puis après on montera les taux. Là maintenant elle a compris qu'on pouvait continuer à monter les taux et si jamais il y a un problème, notamment dans le secteur financier et bancaire, on pourra également agir en même temps. Donc ça c'est plutôt très positif. Et ça c'est de bon augure parce que là encore l'économie en Europe finalement a bien réagi par rapport à l'environnement de hausse de taux qu'on a connu. Finalement l'emploi n'est pas si mauvais que ça. Je mets l'Angleterre de côté parce que l'Angleterre depuis le Brexit est quand même des facteurs très compliqués à gérer et va être une très zone spécifique, très très complexe parce que l'énergie c'est très impactant pour eux, les taux d'intérêt c'est très impactant dans l'immobilier résidentiel, donc je mets vraiment l'Angleterre de côté, mais en Europe, zone euro, ça s'est plutôt relativement bien passé, y compris pour le moment pour la consommation, donc plutôt assez serein par rapport à ça. Ça durera peut-être un peu plus longtemps, on ira peut-être moins haut qu'aux États-Unis. Ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Il n'y aura peut-être pas besoin de monter les taux aussi haut. On a une inflation qui continue de baisser également en Europe, donc qui prend les mêmes trajectoires de baisse. Donc là encore, de la désinflation qui pour le moment s'organise plutôt bien. Donc plutôt des bonnes nouvelles de ce côté. Est-ce que cette séquence de divergence entre une Fed qui serait proche d'une pause et une BCE qui devrait continuer encore un peu au-delà, est-ce que c'est déjà dans les prix de marché, sur l'euro-dollar, sur les spreads, les écarts de taux entre les États-Unis et l'Europe? Là encore, ça se passe bien, parce que finalement, quand on regarde l'euro-dollar depuis le début de l'année, oui, on est revenu vers les indices, mais on est à quoi 2,5-3% de variation sur la parité euro-dollar, sur ce change-là. Donc finalement, on n'a pas eu une volatilité excessive sur cette parité-là. On est allé voir, certes, un peu plus bas sur l'euro, à 1,05, 1,04. On est remonté à 1,10. Mais au final, si on fait le cycle entier, depuis le début de l'année, il n'y a pas non plus de grosses variations. Et pourtant, il y a eu des différences de variation sur les politiques monétaires assez fortes. Il y a eu une crise financière, bancaire, pardon. Donc finalement, ça se tient. Encore une fois, c'est plutôt bon signe de voir que la transmission de la politique monétaire, quelque part, arrive clairement dans une économie qui peut la subir et qui l'absorbe très très bien. Donc ça, c'est vraiment plutôt des facteurs positifs. Alexandre, sur le dollar, il y a des raisons techniques peut-être d'imaginer que la baisse du dollar puisse continuer face à certaines devises? Je le pense, mais je verrai ça après une phase que je trouverais saine maintenant et qu'on voit peut-être réapparaître un peu depuis quelques jours, le dollar qui se renforce un petit peu, donc on voit les métaux, l'or qui relâche un petit peu. C'est bien que ça accompagne le rebond des taux US et c'est le pattern qu'on a vu en 2022, taux qui monte, dollar qui monte et marché action qui baisse. Là, on a un petit peu ça. Alors, on ne voit pas sur la vol des actions, mais on a des marchés américains qui sont un peu flottants comme depuis 2-3 jours. Et je pense qu'il y aurait un peu de terrain là pour les semaines à venir. L'eurodoll qui tape un 10, pourquoi pas se battre entre un 0,5 et un 10, un petit range qui, voilà, comme tu disais, qui n'est pas très important. Mais je pense quand même que derrière, la phase qu'il faut jouer sur même la livre par rapport au dollar, les crosses orientés sur la Chine, dollar australien, etc., par rapport au dollar, je pense quand même on a du potentiel de reprise derrière dans cette phase de normalisation, encore une fois, post-Covid. Et puis parce que la Fed, effectivement, où on est au taux terminal, où on le sera au mois de mai, et derrière le pilotage du bilan, ça peut être un peu plus cool. Donc je ne vois pas de raison pour que le dollar se raffermisse à nouveau très fortement, mais ce serait bien, et que les marchés actions aient la même rythmique. Il y a bien d'une consolidation, voilà, c'est ce que vous nous dites. Ouais. Mais si elle n'est pas là, attention, il faut quand même, je pense qu'il faut se prévoir qu'elle puisse ne pas arriver. Donc je suis quand même plutôt bullish sur les crosses dollars, c'est-à-dire long eurodoll, long libra-doll, etc. La consolidation, c'est un petit luxe, on arrive à l'avoir pour acheter un peu moins cher, voilà. Mais je ne pense pas qu'il faille pricer à nouveau un eurodoll à la parité, ça je ne vois pas de raison pour ça. Igor, si vous avez des commentaires sur ces considérations, Fed, BCE, euro-dollar, puis je voulais qu'on puisse parler du Japon avec vous, puisque c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, alors, sur les banques centrales, moi, j'aime pas trop parler à leur place, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Elles parlent suffisamment tous les jours. Mais on est arrivé à un point où il va y avoir des ajustements. S'il n'y a pas de grand mouvement de bascule, on est presque au bout du chemin. Donc c'est plutôt effectivement rassurant qu'on n'ait pas cette épée de Damoclès monétaire toujours au-dessus de la tête. Parce que pour un investisseur, quand l'environnement monétaire pas stabilisé, est bougeant et que l'accélération qui était très très forte perdure, bon là ça va recréer de la volatilité. Après sur les zones macroéconomiques, il y a une zone qui contrebalance les autres, c'est la Chine, l'Asie,
qui va passer d'un rythme de 2 à 4, 4,5, alors que tout le monde occidental va plutôt ralentir. Donc c'est pour ça que ça fait que mondialement, le FMI a révisé un pouillème, encore une fois, sa prévision de croissance, mais en 2024, on va être à 3 quand même, donc c'est pas complètement nul. Et puis je trouve que l'Asie, le Japon est un pays qui est complètement sous-détenu dans les allocations. Alors tout le monde s'est brûlé les ailes, je pense, une fois dans sa vie sur les obligs ou les actions japonaises, ou les deux. C'est ce qui fait qu'on est un vétéran des marchés, généralement, c'est ça? Ouais, Moi, j'ai pas connu l'âge d'or du marché japonais. J'ai connu que la désespérance japonaise. La désespérance qui correspond au vieillissement démographique et à la déflation permanente. Oui. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la 3e économie du monde. Elle est accrochée à la Chine, accrochée à l'Asie, c'est exportateur. Leader technologique. Enfin, je veux dire, c'est plus Walkman Sony, mais il y a encore quand même de la technologie innovante au Japon. La gouvernance a été améliorée. Il y a sûrement des pistes d'amélioration supplémentaires, mais les entreprises ont des gros bilans, elles sont bien financées, il n'y a pas un marché immobilier comme il y a eu une époque ou comme la Chine. Donc c'est vrai que ça reste un marché, alors on ne peut pas en mettre beaucoup, mais si on ne veut pas mettre trop de Chine, même si je trouve que la Chine a retrouvé un peu de couleur, après on met de côté le risque le risque géopolitique existe, mais si on ne veut pas faire de l'Asie trop Chine, on fait du Japon en complément à côté, pour pouvoir justement profiter de ce mouvement macroéconomique sur des PE qui se traitent à 15, qui sont quand même tout à fait corrects. Et aussi cette dynamique de flux, une sous-détention massive des actions japonaises dans tous les portefeuilles et des allocations. Donc ça, en général, on sait que c'est des points de bascule. Il y a eu des gros calls faits par des Elliott ou autres, Berkshire, Hathaway, Warren Buffett, qui empilent les calls sur le Japon en ce moment. Du point de vue des entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Moi, on me raconte que la gouvernance d'entreprise devient un sujet prioritaire. Et quand je dis la gouvernance d'entreprise, c'est par rapport aux shareholders. Il y a l'ensemble des stakeholders, mais les actionnaires aussi ont souvent eu l'impression d'être moins bien traités au Japon qu'ailleurs ou dans d'autres zones. Le Tokyo Stock Exchange, l'opérateur du marché boursier japonais, se met en branle pour bouger un peu ces entreprises qui ont des décotes structurelles parce que la gouvernance n'est pas à la hauteur, parce que l'allocation du cash n'est pas assez pertinente ou efficace. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes de globalisation du capitalisme ont diffusé partout des principes qui sont à peu près les mêmes, pour, entre guillemets, faire monter la valeur des actifs. Et puis la deuxième chose, c'est que le Japon, ça a été un laboratoire, mais Émeric le disait, mais le vieillissement démographique leur impose d'agir quand même pour ne pas finir avec une population qui est dans l'attrition, et donc il y a toujours des difficultés pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère, mais pour faire venir des gens, même pour travailler en tant qu'expatriés, il faut une gouvernance qui leur convienne. Tout ça fait que, au pied du mur, ils vont quand même être obligés d'adopter certaines pratiques. Le Japon, Alexandre? Vraiment rapide, mais d'un point de vue technique, cette fois-ci, ce qui est assez sympa, c'est que le Japon, effectivement, quand on voit tout le cycle 20-30 ans, il y a le pic, puis la longue descente aux enfers, c'est un très gros bottom qui est vraiment très arrondi. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est repartie depuis quelques années. Et plus récemment, il y a eu pendant 4-5 ans avant le Covid, une vraie zone parfaitement alignée, résistance. On casse à la baisse pendant le Covid, puis on casse ensuite à la hausse. Et on voit que toute la phase qui suit derrière, depuis 2 ans et demi, c'est la consolidation au-dessus de la zone précédente. Et on ne va pas l'attaquer. On l'a touché une fois et on reste. Et ça, c'est psychologiquement, ça montre que l'investisseur ne veut pas vendre dans toutes les zones précédentes. Donc c'est plutôt une accumulation très probable avant de recasser à la hausse. Donc c'est une zone parfaite pour rentrer actuellement. Et en plus, le range n'est pas énorme, donc on ne risque pas des grosses variations non plus. C'est plutôt stable aussi. Et le yen dans tout ça, parce que c'est toujours vu la faiblesse du yen, c'est toujours un frein aussi pour un certain nombre d'investisseurs. C'est vrai que la transition, je ne vais pas faire trop long, mais la transition Kuroda successeur, on craignait tous une espèce de coup de frein qu'il n'y a pas eu, donc il y a peu de chances que d'un seul coup il y a à nouveau des décisions de politique monétaire qui soient cassantes et effrayantes, ça semble peu probable. Émeric? On a remis un peu de Japon cette année. Ça fait partie des petites choses qu'on a fait dans les fonds d'allocation d'actifs. Ouais. On a remis une petite ligne de Japon pour plusieurs raisons. La première, c'est finalement quand on regarde, ça a été une zone très techno, fin des années 80, début des années 90. Ils étaient très en avance. Après, il y a eu toute cette période où on n'a parlé que du vieillissement, taux à zéro. Ils ont été très en avance sur tout ça. Ils ont connu ça bien avant tout le monde. Et aujourd'hui, on recommence
à avoir de l'innovation technologique en provenance du Japon. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on est encore une fois sur, j'appelle ça un peu le laboratoire du monde, parce qu'ils sont en avance sur le cycle, sur plein de choses. Ils ont connu la déflation, les taux zéro, le vieillissement, tout, avant tout le monde. Et ils ont été, certes, très fermés. L'économie japonaise a été très punie par rapport à les dernières années. Elle n'a pas profité du rebond post-Covid. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une économie qui s'est réouverte assez fortement, qui innove et qui a fait pendant 30 ans une recherche d'inflation et qui enfin a de l'inflation, enfin peut remonter ses taux. Donc redonne du pouvoir, une marge de manœuvre aux actionnaires, à l'investisseur. Donc là aussi, c'est encore une zone, un point positif pour investir sur cette zone. On a en plus le yen, on en a parlé. Souvent, quand on a investi dans le Japon, pour avoir fait l'investissement plusieurs fois, avoir tenté plusieurs fois d'investir sur cette zone, de temps en temps, on gagnait sur l'indice. Mais on perdait sur le yen. Oui, c'est ça. Là, on a un yen qui finalement est redevenu en plus à un niveau plutôt faible actuellement. Donc on a plutôt un espoir d'amélioration sur le yen. Donc on a plutôt une conjonction de facteurs qui rend cette zone plus investissable et surtout en termes de valorisation qui est moins chère que les pays développés. Donc on a plutôt, en tout cas, envie d'en remettre parce que c'est la zone oubliée. Clairement, dans les allocations, troisième économie mondiale, marché développé en Asie dans une zone économique quand même plutôt dynamique. Bon, après, il y a trois chapeaux quand même, qui sont d'abord les tremblements de terre. Oui. Qui, régulièrement viennent perturber effectivement l'économie. Il y a quand même l'histoire Taïwan où le Japon et la Chine ne sont pas non plus des grands camarades quand il s'agit de géostratégie. Et puis il y a une situation politique interne qui est pas très compréhensible et lisible et parfois violente. Et qui n'a pas dérangé ces dernières années, mais qui quand même... coup sur coup, on a quand même, il y a un an, l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, et il y a quelques jours à peine, un attentat à l'explosif contre le nouveau Premier ministre lors d'une réunion électorale. Ça pose quand même le niveau de violence qu'on peut trouver dans ce pays. C'est en fait toujours un système politique qui a été assez violent et assez... à l'époque, pas corrompu, mais beaucoup d'histoires avec les conglomérats, etc. Donc, mais ça n'empêche, les aspects positifs l'emportent, me semble-t-il, aujourd'hui, clairement. On avait eu, on se rappelle, quand Shinzo Abe avait été élu, il avait eu un grand programme avec ses flèches, ses fameuses flèches, pour relancer l'économie. Et on a plutôt tendance à donner du crédit quand il y a des nouveaux premiers ministres qui arrivent avec une volonté forte de repartir en croissance. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, en effet, il y aura peut-être une gouvernance qui est en train de s'améliorer là-bas, ça on le sent. Il y a beaucoup de sujets au Japon sur l'actionnariat, sur les dividendes. Il y a très peu de rendement pour l'actionnaire. C'était pas une priorité jusqu'à présent pour les management. Ils évoluent. Et je pense qu'aujourd'hui, ils évoluent dans le bon sens et c'est pour ça que cette zone, à mon avis, est une zone oubliée mais investissable pour l'avenir. Je disais qu'il y avait plus de 50% des sociétés du Topix qui se traitaient sous la book value. Voilà. Ça a été pire, je crois, dans le passé, peut-être jusqu'à 70%, mais par rapport à un marché américain, où en comparaison, c'est 3% des sociétés du marché américain qui se traitent sous la book value. C'est pour ça que pour monter le grand écart. Dans une allocation d'actifs, on peut réinvestir en obligataire, on peut réinvestir sur d'autres zones. Ça donne une quantité de choses à faire et de potentiel pour l'investisseur qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on a eu ces dernières années. Et c'est ça qui redonne de l'intérêt, en tout cas, sur l'allocation d'actifs. Igor, l'équilibre là Ça redonne de l'intérêt aux actifs financiers liquides cotés sur des marchés réglementés. À l'inverse, on avait vu le rapport de la BCE récent sur les fonds immobiliers. Je pense que la partie qu'il faut non pas éviter mais minorer dans les allocations, c'est tout ce qui est non coté, actifs privés, private equity qui serait trop leveragé, c'est-à-dire avec trop de dettes. Et là, on sent que... Pourtant, il y a déjà des de-ratings massifs sur des portefeuilles d'actifs privés. Oui, mais sur l'immobilier, ça n'a fait que commencer aussi, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, le chemin est un peu plus avancé. Donc, je pense toujours des actions. Partout dans le monde, il y a des zones de valeur. C'est la première fois. Et partout dans le monde, il y a des taux d'intérêt qui sont plus avantageux qu'avant. Le dernier pays étant le Japon, mais c'est tellement bas. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement ou heureusement, quand il y a des conflits, de la volatilité, c'est plutôt la volatilité est l'ami du gérant, l'ennemi du client, enfin l'ennemi entre guillemets apparent du client, mais ça donne quand même des opportunités d'investissement. Et donc je pense qu'il faut quand même rester sur les actions. Ça serait bien d'avoir une petite baisse, c'est vrai. Un mot pour finir avec vous, des enjeux du moment
avec une journée d'échéance vendredi également, peut-être. Un peu technique, mais c'est vrai que la grosse actu, c'est quand même les résultats. Là, on va voir les grosses valeurs tech qui vont commencer à annoncer. On va surveiller aussi la partie alphabet par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des gros enjeux, les guidances du coup. Guidance va être important, je trouve, cette fois. Elles sont toujours, mais cette fois-ci, elles ont un rôle particulier. Le buzzword du moment, c'est intelligence artificielle, quoi. Ouais, et puis voir, c'est tectonique. Hein, donc Microsoft qui monte en puissance, Alphabet qui est menacé. Voilà, c'est des grosses rotations qui sont possibles. Et puis il y a un petit truc aussi qui aujourd'hui qui est peut-être passé un peu inaperçu, c'est des data hebdomadaires, mais on reparle un peu de l'immobilier américain. On voit que les taux de crédit mortgage, ils sont repartis. On voit que les demandes, il y a un gros fléchissement hebdo, là, moins 8 ou moins 10, je crois. Alors qu'il y a eu un petit rebond. On sent quand même que ça, c'est un sujet qui n'est pas. Bon, il y a tout l'immobilier commercial, c'est pas réglé. Maintenant, mais ça commence à être corrosif. Voilà, la partie taux, elle s'est un petit peu détendue, elle se retend à nous un petit peu. Donc les conditions financières se redurcissent. On a vu des enquêtes, et je m'arrête là-dessus, on a interrogé les gérants aux États-Unis pour leur dire c'est quoi pour vous le plus gros risque sur les résultats. Je ne pense pas pour les T1, mais plutôt les T2. Et c'était pas l'inflation, c'était ralentissement économique en 2, inflation en 3. En premier, c'était durcissement des conditions financières. Donc cette partie crédit, c'est peut-être là qui est en train de pivoter en termes d'attention. On suivra ça avec attention dans la perspective des prochaines réunions de politique monétaire, 2 et 3 mai pour la Fed et 4 mai dans la foulée pour la Banque Centrale Européenne. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Alexandre Baradez, IG, Igor Demac, Vital Épargne et Aymeric Didet, Pergame, qui était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un vaste thème, celui de l'ESG et de la réglementation en Europe. Nous abordons ce sujet avec Carmine Defranco, qui est responsable de la recherche d'Ociam, à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir. Merci beaucoup. Plus spécifiquement, peut-être le point d'entrée pour parler de la réglementation et des blocs réglementaires européens autour de l'investissement durable. C'est la partie SFDR, donc bon, une partie de la réglementation qui est bien connue aujourd'hui de l'industrie de la gestion d'actifs. Je rappelle en un mot qui oblige les gérants d'actifs, les investisseurs à déclarer, à catégoriser leurs investissements en fonction du degré d'intégration des critères extra-financiers et du degré d'impact ou non qu'on cherche à avoir à travers ces investissements. Une des grandes critiques qui était faite de manière assez consensuelle, c'est que cette réglementation européenne n'était pas assez claire. L'Europe a donc apporté des clarifications ces derniers jours et ces dernières semaines sur ce dispositif spécifique de la réglementation. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais juste faire un pas en arrière pour comprendre pourquoi cette réglementation aujourd'hui. Il faut se rappeler que le but ultime, l'objectif de la Commission, c'est de aider à déployer des capitaux sur les activités qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone, l'inclusivité sociale, etc. Donc, pour faire cela, il faut que ça soit très clair pour les investisseurs, les institutionnels comme les particuliers. Où est-ce qu'il faut investir? Quel type de stratégie permet d'atteindre ces objectifs? Et donc, du coup, il faut un maximum de clarté de la part de tous les acteurs. Or, visiblement, il y avait des éléments qui étaient un petit peu ambigus, notamment sur la partie cœur de cette réglementation, qui est l'investissement durable. Qu'est-ce qu'un investissement durable? Comment on arrive à démontrer que mon argent sert un objectif qui est aligné avec mon éthique personnelle. Et donc, du coup... C'est la définition du mot sustainable ou durable n'était pas... Donc, il était un peu au cœur de la réglementation. Il a suscité beaucoup de débats, beaucoup d'ambiguïté. Et d'ailleurs, en fin d'année dernière, on a connu beaucoup de ce qu'on appelle des downgrades, beaucoup de fonds qui étaient avant article 9, qui a été un peu le sommet, quelque part, de la réglementation, qui sont passés en article 8 parce qu'ils anticipaient, à juste titre, à mon avis, une sorte de risque réglementaire. Donc, on ne sait pas, c'est pas très clair, c'est pas très bien défini, donc on recule. Et donc ça, évidemment, ça ne va pas forcément à l'encontre des objectifs un petit peu philosophiques de la réglementation, qui était de favoriser les capitaux vers ces activités-là. Donc la semaine dernière, la Commission a apporté certaines clarifications qui ont pas mal balayé le terrain et donc du coup qui permettent aujourd'hui aux asset managers, à n'importe quel intervenant financier de comprendre exactement qu'est-ce qu'il a droit de faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit communiquer. Et donc ça, on espère que peut être vraiment un catalyseur, un accélérateur de déploiement des capitaux. Concrètement, quels sont les points qui ont été clarifiés justement et qui permettent peut-être aux investisseurs de mieux catégoriser leurs investissements aujourd'hui? Donc ça porte sous la notion d'investissement durable. Donc selon la Commission européenne, qu'est-ce qu'un investissement durable? Donc il faut contribuer à une activité économique positive, environnementale ou sociale,
Et il faut investir dans des activités qui ont des bonnes règles de gouvernance et qui ne nuisent pas à d'autres objectifs. Donc, je fais un exemple. Vous pouvez avoir une entreprise qui fait un produit ou un service qui réduit les empreintes carbone, dont la gouvernance suit les bonnes pratiques et qui, en plus, ne veut pas nuire à un autre objectif. Par exemple, des pratiques salariales très peu... moins disantes. Moins disantes, voilà. Donc, ça... c'est la définition d'investissement durable. Or, ce qui n'était pas clair est comment on peut classifier un investissement durable. Est-ce qu'il y a une règle qui est la même pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une règle qui doit se faire référence, par exemple, à des textes comme la taxonomie, etc. Donc, la Commission européenne a bien précisé le fait que la définition elle-même est une définition dont la responsabilité est au gérant, à l'asset manager, à la maison de gestion. Donc, chaque maison de gestion va avoir une définition qui lui est propre, avec bien sûr un principe de prudence. Donc, il faut vraiment être droit dans ses bottes, dire qu'est-ce qu'on fait et le faire, être cohérent, le discloser sur le site web, etc. Donc, comme ça, l'investisseur peut comparer les politiques d'investissement durable et donc, du coup, en conséquence, choisir ses bons supports. Mais c'est une réglementation qui laisse toujours un degré de liberté, d'appréciation par le gérant ou par la société de gestion de cette notion de durabilité d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que c'est à la responsabilité du gérant. Néanmoins, le principe de prudence est bien rappelé. D'accord. Ça veut dire qu'il faut quand même être en mesure de démontrer que les activités contribuent à un objectif environnemental ou social. Donc, en revanche, la liberté qui est laissée au gérant, c'est quelque chose qu'aujourd'hui est le meilleur compromis. Un jour, quand on aura une taxonomie complète, granulaire, on pourra envisager une certaine standardisation de cette définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment investissement durable dans l'industrie, dans le service, dans les banques, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui est le mieux qu'on puisse faire. Est-ce que cette clarification, est-ce que ça permet de dire que l'article 9 est toujours vivant, Carmine? Vous l'avez dit, il y a eu plus de 300 fonds en Europe qui s'étaient déclarés article 9, alors peut-être un peu trop vite, en anticipant peut-être une régulation, des clarifications qui finalement ne sont pas venues. Ces fonds-là se sont rétrogradés en article 8, qui devient le mass market aujourd'hui, de tout ce qui était 9 est devenu 8, plus tous les 8 qui étaient, les articles 8 qui étaient déjà déclarés en tant que tels. Je crois que l'article 9, aujourd'hui, c'est 3% peut-être du marché. La question de savoir, est-ce que c'est une catégorie qui a encore de l'avenir ou est-ce que c'est une catégorie qui est déjà, pratiquement en voie d'extinction? La crainte était que finalement cette catégorie n'avait aucune place dans les gestions des investisseurs et des particuliers, puisque quand vous avez un tout petit pourcentage de fonds qui peuvent se dire article 9, ça sera certainement joli d'en avoir, ça ne va pas avoir un vrai impact réel et matériel. Et ce qui intéresse la Commission, c'est l'impact réel et matériel que l'épargne peut avoir sur l'économie. Donc il faut que cette catégorie existe. En ce qui concerne les fonds qui ont été déclassés en article 8, la plupart, donc c'est vrai qu'il y en a eu certains qui peut-être ils ont allé un petit peu trop vite, ou ils ont interprété d'une certaine manière, mais disons que la plupart de ces fonds étaient des fonds indiciels qui suivaient ces indices Paris-aligned, pour lesquels on n'était pas alignés sur les accords de Paris. Donc les trajectoires climat de la COP 2050 de Paris. Exactement. Donc, d'accord. Et ces fonds-là, disons, de manière un petit peu intuitive, avaient été classés en article 9, puisque le raisonnement était, c'est des indices qui ont été promus par la Commission européenne sous l'objectif principal de nos sociétés, de nos économies. Donc, par définition, c'est l'objectif auquel tout le monde doit s'y tenir. Ça semblait une garantie sérieuse quand même de se dire je suis aligné sur les accords de Paris, je peux être article 9. C'est compliqué de faire mieux que de faire l'objectif le plus compliqué que nous avons devant nous. Et donc, néanmoins, cette technicité entre l'investissement durable, les contraintes, ont fait que on n'était pas certain que les indices, et donc les fonds qui suivent passivement, donc c'est important de le rappeler, c'est passivement, donc qui pouvait satisfaire la définition article 9. Donc la Commission européenne, là aussi, il a apporté des clarifications. Et encore une fois, l'objectif derrière, il faut toujours se mettre à la place du régulateur. Quel est son objectif derrière ? La plupart des investisseurs, surtout les gros investisseurs institutionnels, ont énormément d'assets qui sont investis sur des indices traditionnels, le S&P 500, le MSCI Europe, etc. Il faut que cette partie du portefeuille puisse elle-même transitionner, migrer vers des indices qui soient alignés avec les accords de Paris. Il faut faire bouger le stock. Et comment le faire bouger le stock si les indices sous-jacents ne peuvent pas donner cette garantie de transparence
qui est la sienne de l'article 9. Et donc ça a été clarifié. Donc aujourd'hui, voilà, on estime qu'il y aura beaucoup de upgrades. Oui, c'est ça, voilà, on va avoir une phase de reclassement du 8 vers le 9. Il est fort probable, puisque la Commission a été très claire là-dessus. L'objectif de suivre passivement l'accord de Paris est un objectif durable, et donc en ce cas, vous devenez un article 9. Autre grand enjeu, et vous en avez dit un mot, donc SFDR, c'est la déclaration des investisseurs, taxonomie, là aussi il y a un travail en cours, c'est le grand dictionnaire, on va dire, de ce qui est vert, brun ou entre les deux d'une certaine manière. Tout ça est aussi catégorisé, ça a été l'objet de débats politiques intenses, évidemment. La place du nucléaire a été un exemple. On parle de taxonomie verte, donc les aspects liés à l'environnement. Pour l'instant, il y aura une taxonomie sociale également en préparation, c'est le but. Il va falloir quand même que toutes ces réglementations à un moment convergent, ou en tout cas soient pleinement intégrées pour qu'on ait cette phase un peu d'industrialisation ou de massification des process. C'est un peu le next step, le prochaine étape, ça sera de pouvoir formaliser un petit peu la définition d'investissement durable, qu'aujourd'hui elle est dans les mains du gérant, de la maison de gestion, pour qu'elle puisse devenir un petit peu plus standard, et donc on puisse ne plus discuter est-ce que telle entreprise est durable ou pas. On va regarder vraiment ses produits, ses services. Attention, ça c'est un peu un objectif qui est un petit peu à moyen terme, puisque on parle ici de faire converger deux textes réglementaires qui existent, et donc ça c'est pas quelque chose qui peut être interprété. Donc on va avoir besoin du Parlement européen qui statue, donc on va avoir besoin de voter une loi, sachant qu'il y aura des élections européennes bientôt. Donc c'est plutôt un objectif que, d'un mon point de vue, ça sera plutôt à moyen terme. C'est l'objectif final. Il faut qu'on soit tous d'accord ce qui est vert et brown. Il faut qu'on soit tous d'accord ce qui est durable et pas durable. Pour l'instant, c'est un bon cadre de travail. Donc, on voit qu'on l'utilise un petit peu. Malheureusement, les données sont pas au rendez-vous, et ça pose un problème. D'autant qu'on manque encore, et là aussi, donc c'est la réglementation destinée aux entreprises, aux corporates, c'est ça. On manque encore d'application, on va dire, de l'obligation de reporting qui est donnée aux entreprises. Tout à fait. C'est nous, en tant que représentants de l'industrie financière, on a besoin de la matière première qui est, on veut savoir exactement combien de vos produits et services peuvent être éligibles à la taxonomie et sont respectueux de la taxonomie. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours. C'est pas encore fini, c'est pas encore finalisé. Je pense que là aussi, la Commission européenne espère que tout cela se fasse de manière assez graduelle. Et donc du coup, évidemment, les premières années, ça va être un peu instable. Il y en a beaucoup qui se plaignent du fait que la réglementation change. C'est normal, c'est un énorme chantier, mais il faut toujours garder en tête l'objectif final, c'est de passer à l'échelle. C'est ce que j'allais dire. On n'a plus le temps de pouvoir dire une petite stratégie, une petite approche. Il faut vraiment que tout le marché financier, donc à l'échelle, puisse aller vers des investissements durables. Vous qui suivez ça de près, Carmine, oui, on n'a pas perdu le cap. C'est-à-dire que le risque avec en plus l'Europe qui se vit comme une puissance réglementaire éternelle, le risque c'est toujours de perdre un peu le sens du voyage et de se perdre dans des méandres et des débats réglementaires sans fin, en oubliant un peu parfois le but ultime. Là, on a le cap en tête. Le cap, il est là, il est clair. À la fin, donc dans un monde idéal, il faudrait qu'un investisseur, que ce soit un grand investisseur professionnel ou un particulier, puisse très rapidement et facilement, en quelques clics, pouvoir déployer son épargne sur des sous-jacents qui lui sont proches d'un point de vue éthique, d'un point de vue social, et pour lequel la formation elle est très claire et très transparente. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à mobiliser l'épargne. Si on laisse les articles 9 dans une petite niche qui ne représente pas du tout le marché, on ne tiendra pas le cap. Et ce qui compte, c'est l'objectif final, en l'occurrence sur l'environnement, 2050 net zéro. Merci beaucoup, Carmine. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de revenir sur ces dernières évolutions, avancées, cette dernière actualité réglementaire autour de l'ESG en Europe. Carmine Defranco, responsable de la recherche d'Ociam, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.